Ouais, comme disait Emmanuel Meuch, je travaille à la chaire économie circulaire et métabolisme urbain, que je vais présenter tout de suite, qui est une chaire de l'université Gustave Eiffel, voilà, pour dire quelques mots sur nos activités. C'est donc une chaire qui a été fondée en 2019, financée par la métropole du Grand Paris. Et on a cet été renouvelé notre convention pour 3 nouvelles années avec la métropole du Grand Paris, rejoint par un nouveau financeur, la Société du Grand Paris. Donc voilà, 2 acteurs qui sont très intéressés par les enjeux d'économie circulaire liés au BTP. Donc on est une chaire de recherche, ça reste notre activité principale, sur un peu toutes les thématiques transversales qui s'appliquent à l'économie circulaire et au territoire. Donc on a travaillé déjà sur des sujets de gouvernance, sur les sujets de pilotage et d'évaluation. On a particulièrement travaillé sur les indicateurs du BTP pour les entreprises, par exemple, ou les indicateurs pour les politiques publiques des territoires. Notre gros sujet de cette nouvelle convention, c'est de travailler particulièrement sur les modèles économiques de l'économie circulaire. Comment on fait vraiment ce passage à l'échelle, comment on passe de l'expérimentation à un modèle économique pérenne. Et vraiment un fil rouge tout au long de nos années de travail, c'est de travailler plus particulièrement sur les flux, donc sur la logistique, et particulièrement les flux de l'aménagement et du BTP. Donc comme je disais, dans nos activités, donc notre activité principale c'est la recherche, mais on réalise aussi des outils d'aide à la décision, donc c'est vraiment ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On travaille aussi à la diffusion de la connaissance, et notamment à travers des cycles de formation. On avait fait un cycle de 9 sessions pour les agents territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communes et territoires associés, par exemple. Et on fait aussi une école d'été qui va d'ailleurs reprendre cette année fin août, qui se dirige à la fois aux jeunes chercheurs et aux agents et professionnels des territoires. Voilà, et on participe aussi à l'animation du réseau d'acteurs de l'économie circulaire de la métropole du Grand Paris. Alors maintenant, pour voilà, le sujet sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui, c'est donc l'évaluation du métabolisme urbain à l'échelle du projet d'aménagement. Alors pour redonner en tout cas notre définition de ce qu'est le métabolisme urbain, voilà, en analogie avec ce que serait le métabolisme d'un corps humain, le métabolisme, c'est toutes les ressources qui sont mobilisées par un territoire, par son fonctionnement, donc qui sont consommées, qui sont stockées, qui sont rejetées sous forme de déchets. Et donc voilà, l'étude de métabolisme urbain choisit sur un territoire particulier d'étudier ces flux et ces stocks. Alors, notre méthodologie, celle qu'on a développée à la chaire, est un peu particulière. Donc c'est une étude de métabolisme urbain qui se concentre sur les matériaux du BTP exclusivement. C'est-à-dire que nous, on n'étudie pas les flux d'énergie de l'eau, par exemple, avec une échelle et une temporalité bien précises qui sont le projet d'aménagement. En général, on travaille plutôt à l'échelle d'une ZAC, d'une zone d'aménagement concerté. Ça peut varier, mais c'est vraiment, on va dire, du début du chantier à la fin du chantier. C'est sur cette temporalité-là qu'on travaille. Et la manière dont on travaille, c'est d'estimer les stocks qui sont présents sur le site dans les bâtiments à déconstruire, les stocks des futurs bâtiments que l'on veut construire, les possibilités de recyclage entre les deux. Et vraiment, je pense qu'il fait la particularité de notre approche, c'est justement d'étudier la logistique associée. Il faut savoir que les études de métabolisme urbain, qu'elles soient faites au niveau des territoires ou qu'elles soient menées par des acteurs de la recherche, en général, calculent les flux qui rentrent et qui sortent de la boîte noire du territoire, mais ne se posent pas la question d'où viennent ces flux, où est-ce qu'ils vont, comment ils sont transportés. Et nous, c'est vraiment central dans notre étude. Voilà, alors je vais d'abord donner quelques exemples en fait de chantiers sur lesquels on a appliqué notre méthodologie et ce qu'on a pu en apprendre. Et en fait, c'est aussi tout au long de ces études de cas qu'on a pu enrichir notre méthodologie avec des nouveaux éléments. Donc on travaille vraiment toujours ancré sur le terrain. Ah, Christophe a une question. Oui ? Christophe ? Votre micro est coupé.
Non, bon, Non, il débloque pas son micro. Bon, et en tout cas, c'est vrai que j'aurais dû préciser, mais n'hésitez pas tout au long de la présentation à m'interrompre, à me poser des questions, il n'y a aucun problème. Ouais, donc un premier cas sur lequel on avait travaillé, c'était la ZAC des Ardoines. Donc voilà, c'est un projet sur une ancienne zone industrielle. C'est le premier projet qui a permis en fait de développer cette méthodologie. C'est un de mes collègues, Mathieu Fernandez, qui avait mené cette étude. Et une première chose qu'on a pu apprendre avec cette étude-là, c'était le déséquilibre entre les objectifs de circularité, c'est-à-dire refaire la ville sur la ville, c'est l'objectif de tout le monde, par rapport aux quantifications des flux de déconstruction et de construction. Là, ce que vous voyez sur le schéma, en haut, donc, c'est le stock initial contenu dans le bâti qu'il y avait sur la zone. Et en bas, c'était le stock projeté, ce qu'on devait construire. Donc ça montre bien le déséquilibre entre, on ne peut pas construire tous les nouveaux projets simplement en recyclant, les quantités de matériaux qui sont présents sur place. C'est parce qu'ils n'entendaient pas. D'accord. Est-ce que vous entendez bien maintenant? Oui, c'est parfait. D'accord, super. Merci. Bon, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Hein. Oui. Dans les petits carrés, c'est des quantités de matériaux, c'est ça, Oui. partie production de matériaux. Oui. Et ce qui est prévu d'être réutilisé, ça veut dire qu'il y a le différentiel, il n'est pas réutilisable, c'est ça? Alors, ce que ça veut dire ici surtout, c'est que donc, ici, on va dire que c'est tous les bâtiments qui étaient présents sur la zone. Oui. Et là, c'est ce qu'on prévoit de construire. Donc, c'est-à-dire que même si on recycle l'intégralité, bon, ce qu'on ne sait pas tout à fait faire encore, même si on recycle l'intégralité du stock qu'il y a dans les bâtiments présents sur la zone qu'on va déconstruire, ce ne sera pas du tout suffisant pour alimenter le besoin en matériaux des nouveaux bâtiments prévus sur la zone. D'accord, il y a plus de bâtiments, en fait, c'est l'échelle, en fait, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, vous faites bien de poser la question. Voilà, en fait, c'est vraiment ça. Et ça, c'est le cas en particulier de ce chantier-là, c'est le cas de la plupart des chantiers sur lesquels on est amené à travailler. Parce qu'on est en zone urbaine dense et en général, on travaille justement à la densification, à construire plus de logements ou plus de bureaux sur un même espace. Donc, on est rarement à des équivalences de matériaux. En fait, ça dépend quand même des matériaux, parce qu'on voit si c'est le marron, c'est l'acier, sur l'acier, c'est là où on serait le plus proche. Oui. Par contre, réutiliser l'acier de déconstruction dans la construction, localement, donc il n'y a pas simplement une problématique de volume, mais il y a aussi une problématique de sous quelle forme est le déchet, est-il réemployable ou pas. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment la deuxième étape. Non, c'est vrai que là, c'était... grosse maille. Voilà, grosse maille déjà de dire, même si on voulait et même si on savait, aujourd'hui les projets de renouvellement urbain en général ne permettraient pas de construire seulement en matériaux recyclés issus de la déconstruction locale. Voilà, un autre axe qui avait été développé dans ce travail-là, c'était l'intégration, la prise en compte des sols et des terres excavées. Et donc là, on voyait en tout cas sur ce projet-là, c'est un projet un petit peu particulier, que si on élargissait un petit peu le scope et qu'on regardait les chantiers alentours, et en l'occurrence il y avait une prévision de construction d'une gare du Grand Paris Express, que ça changeait un petit peu l'équilibre. Alors je suis désolée, on a un peu perdu en clarté sur l'image. Mais donc là, ici, vous voyez les terres excavées, ici donc en violet les terres anthropisées qui pour la plupart sont polluées, et ici les terres des couches géologiques. Et il se trouve qu'il y avait besoin aussi, sur le projet tel qu'il était réfléchi, il y avait besoin de beaucoup de terre parce qu'il y avait une volonté aussi de surélever la zone qui était en bordure de fleuve. Donc ça montrait aussi l'importance, encore une fois là on est sur la théorie, de réfléchir sur la réutilisation des terres. Juste un vocabulaire, terre anthropisée, c'est-à-dire l'intervention de l'homme, enfin, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est-à-dire que, en tout cas en région parisienne, les premières surfaces de terre sont presque jamais des terres naturelles. Ce sont des accumulations de déchets, de déblais, etc., amenés par l'activité humaine. Donc, ça c'est mon collègue qui était spécialiste des terres, moi je ne saurais pas vous dire sur quelle surface, quels sont les polluants, sur quelle profondeur, quels sont les polluants, etc. Mais en tout cas, on a toujours une certaine couche de terre qui sont
affectés par des activités humaines, parfois pollués, parfois non, mais en tout cas qui ne sont pas des terres naturelles et des terres vivantes. Qui ne peuvent pas être servis comme des blés, comme remblais. Alors, si elles ne sont pas polluées, elles peuvent être utilisées comme remblais, mais en tout cas, elles ne peuvent pas être utilisées pour faire de la culture, par exemple. Voilà. Après, chaque site a son histoire particulière, industrielle ou non, d'habitation, donc il y a des tests à mener sur chaque thème. Voilà, pour passer à un autre chantier sur lequel on a travaillé, ça c'était un travail en commun avec le projet Cycloterre, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était donc un projet mené par la ville de Sevran, et qui a abouti à la mise en place d'une fabrique d'éléments de construction en terre crue. Donc notre travail, nous, il y avait un projet européen qui a permis le montage de cette fabrique. Notre travail dans ce projet européen, ça a été de quantifier ce qu'on peut intégrer comme matériaux en terre crue dans des nouveaux projets. Donc voilà, je vais passer un peu rapidement sur la méthodologie qu'on a employée, mais on est vraiment parti des éléments de construction et on a regardé ceux qui pouvaient potentiellement remplacer dans un bâtiment. On a travaillé avec les architectes du projet. Voilà, pour voir que dans un scénario qu'on a appelé optimal, on pouvait avoir jusque 13% d'éléments en terre crue. Le reste, ça restait encore du béton parce qu'on était quand même on restait dans des scénarios qui étaient faisables actuellement, dans l'état des normes actuelles, pour des bâtiments de grande hauteur. Mais voilà, ça nous a permis de voir qu'on pouvait quand même substituer jusqu'à 19% du béton avec des éléments en terre crue et jusqu'à 59% du plâtre. Et un dernier projet duquel je vais vous parler, alors il y a encore d'autres projets sur lesquels on a travaillé, mais je vais m'arrêter avec celui-là, c'est le projet E3S, qui était donc un projet de recherche de grande ampleur mené sur l'écoquartier et la vallée, à Châtenay-Malabry, vraiment en consortium entre le groupe Eiffage et l'université Gustave Eiffel. Et là, donc, on a pu travailler directement en lien avec nos collègues du groupe Eiffage pour entre autres travailler sur des expérimentations sur le tri des granulats et sur la recarbonatation accélérée. Alors ça, c'est mes collègues du département matériaux qui ont travaillé là-dessus, c'est pas du tout mes compétences. Et sur les possibilités d'intégrer du granulat dans le béton au-delà des normes habituelles. Alors nous, ce que ça nous a permis de faire, surtout dans notre méthodologie, c'est d'affiner un petit peu les proportions qu'on avait de quelle est la part de granulats qu'on peut obtenir en concassant du béton issu de la déconstruction. Ouais, oui, juste pour terminer sur les analyses logistiques, pour chacun de ces chantiers, on a fait aussi des analyses logistiques et on a vu qu'il y avait vraiment un travail au cas par cas à faire sur tous les chantiers pour optimiser la logistique. Qu'on pouvait, donc, en faisant varier les matériaux de construction, le taux de recyclage du béton et les modes de transport, on faisait varier les performances logistiques. Ce qu'on a pu mettre en avant surtout, c'est qu'il y avait de vrais gains à utiliser le report modal, donc ça c'est pas extrêmement nouveau, mais on l'a de nouveau montré dans ces projets-là. Un fort potentiel bien sûr avec le potentiel de recyclage in situ du béton. Ce qu'on peut recycler sur place ne sera ni transporté en évacuation en tant que déchet, ni amené. Et l'importance d'un sourcing local pour les matériaux bio et géosourcés dans les cas qu'on a étudiés pour la terre crue et pour le bois, parce que ça peut vraiment déséquilibrer le rapport environnemental de les faire venir de très loin. Ouais, donc ça c'est un peu pour balayer, je fais un peu rapidement parce que je voulais montrer un peu les différents types de projets sur lesquels on a pu travailler et qui ont enrichi petit à petit notre méthodologie d'analyse du métabolisme urbain à l'échelle du chantier. Ouais, donc maintenant je vais vous parler un petit peu de l'outil qu'on a développé. En fait, c'était une vraie demande de la métropole et des territoires de la métropole aussi, de pouvoir reproduire des études comme ça à d'autres endroits sur le territoire.
Alors ce qu'on a décidé de faire, plutôt que... nous, on n'est pas non plus un cabinet de conseil, donc notre but, c'est pas, entre guillemets, de vendre de l'étude, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment rendre disponible notre méthodologie de manière simplifiée, bien sûr, mais de manière à ce que les territoires et les maîtres d'ouvrage puissent prendre en main directement cette méthodologie. Donc on a créé un outil en ligne qu'on a appelé Evalmetab, dont voilà, l'objectif c'est l'application plus proche des projets d'aménagement. Donc, le public principal, c'est donc les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises du BTP et les collectivités locales, et qui vise vraiment à être un outil d'estimation. Donc le but, c'est de s'en saisir en amont du projet. Encore une fois, c'est une version un peu simplifiée de notre méthodologie. Donc ça ne va pas donner un diagnostic très détaillé, hein. Typiquement c'est pas un diagnostic PEMD, donc je mets toujours le petit disclaimer, c'est pas ce niveau de précision-là. L'idée c'est vraiment de s'en saisir en amont du projet pour se dire, voilà, j'ai un projet, quels sont dans la grosse maille les stocks de matériaux qui sont disponibles sur le site, comment peuvent varier les besoins en matériaux selon le projet d'aménagement que je vais faire, si je fais plus de logements, si je fais plus de bureaux, si je choisis d'utiliser de la terre crue ou du bois. Qu'est-ce qu'on peut recycler sur place en termes de volume, on n'est pas sur les caractéristiques techniques dans cet outil, et quels seraient les impacts logistiques de ces différents choix et quels sont les leviers d'amélioration. Donc, voilà, les modalités d'utilisation, je passe rapidement dessus, c'est en ligne, il y a un accès libre et gratuit, on peut sauvegarder en créant un compte juste en rentrant son adresse mail, et surtout à la fin, il y a une possibilité d'exporter par Excel toutes les données obtenues, ce n'est pas des choses qui restent juste sur l'outil. Et donc, ce qu'on a voulu surtout, c'est que ce soit un outil simple à utiliser, donc il n'y a pas besoin d'énormément de choses pour commencer à travailler sur l'outil. Il suffit d'avoir les surfaces qui sont à déconstruire, les surfaces qui sont projetées comme dans le projet de construction, les types de bâtiments, bien sûr, et les distances entre le chantier et les possibles exutoires, soit en tant que déchets, soit pour recyclage éventuellement des matériaux du chantier. Donc avec ces éléments-là, on peut utiliser l'outil. Voilà, donc pour vous montrer un peu comment fonctionne l'outil, c'est un outil qui fonctionne en arborescence. Donc ce qu'on recommande aux utilisateurs, c'est de déjà savoir en amont ceux qui veulent tester pour ne pas se perdre dans de multiples arborescences et avoir à la fin 24 résultats différents. Et donc voilà, qui fonctionne par différents niveaux. Le premier niveau, c'est que l'outil va permettre d'estimer les quantités de matériaux qu'il y a dans les bâtiments existants sur la zone du chantier, donc les bâtiments que potentiellement on veut déconstruire. Ensuite, le deuxième niveau, et là on peut déjà faire plusieurs scénarios, c'est d'estimer les matériaux qui seraient associés au futur projet. Donc voilà, on peut tester un scénario résidentiel tout béton, on teste un scénario résidentiel béton terre crue, ou un scénario plutôt tertiaire, on peut tester plusieurs choses différentes. À cette étape-là, on a déjà un premier bilan de matériaux. Et ensuite, on peut tester différentes stratégies de recyclage du béton. Pour l'instant, on est juste sur le recyclage du béton, sur notre outil. Voilà, encore une fois, ça, c'est plusieurs stratégies qui vont être associées à chaque scénario. Donc là, on commence déjà à multiplier les arborescences. Voilà, est-ce qu'on ne recycle pas du tout? On peut mettre un taux libre, un taux indicatif. Et la dernière étape, c'est de tester la logistique. Alors, ici, on est sur quelque chose de simplifié, donc je reviendrai dessus tout à l'heure. On ne peut pas tester beaucoup de scénarios logistiques différents. On a juste mis l'option de tester du report modal sur l'évacuation des déchets. Alors voilà, je ne vais pas tout dérouler parce que c'est toujours un peu long et en fait j'ai pas les talents de webmaster de faire des démos en live à chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc je le fais à l'ancienne sur des slides, mais pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble l'outil. Voilà, par exemple pour entrer les bâtiments existants,
Il suffit de créer un nouveau chantier, que là on a appelé Cher Ecmu, et ensuite on rentre le nom du bâtiment, et surtout ce qu'il faut rentrer, c'est le type de bâtiment et la surface de plancher, tout simplement. Donc on fait ça pour les bâtiments existants, sachant qu'il y a une typologie de bâtiments en dessous qui vous permet de choisir. Et on a sa liste de bâtiments existants. Alors, sachant qu'il y a toujours le petit bouton magique Excel qui permet à n'importe quel moment de télécharger les données qu'on a entrées. Bon, alors je ne repasse pas sur les nouvelles constructions, ça fonctionne de la même manière. Voilà, on rentre les surfaces et les types de bâtiments. Donc là, c'est l'endroit où on a déjà un premier bilan des matériaux. C'est-à-dire qu'on regarde quel est le stock dans les bâtiments qui vont être déconstruits, quels sont les stocks de matériaux, les futurs stocks de matériaux dans les bâtiments qui vont être construits. À ce stade-là, on va pouvoir travailler sur le recyclage, donc qui potentiellement peut bien sûr réduire les déchets à évacuer et réduire l'approvisionnement en matière. Voilà, encore une fois, je vais passer assez rapidement. On rentre un taux de recyclage. Ça indique voilà, quels sont les granulats nécessaires, quelle part va pouvoir être couverte par les granulats recyclés. Encore une fois, ici, on est sur des volumes théoriques. L'outil, forcément, ne sait pas quelle est la qualité de vos matériaux, donc il y a quand même des tests qui seront à faire sur le chantier. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la panoplie des matériaux dont on parle? Là, on parle de béton, oui. On a vu... Alors, sur le recyclage, on est uniquement sur le béton, pour l'instant. Voilà. Et par contre, sur le recensement des matériaux, là, on est vraiment sur un panel assez large. On a le béton, le bois, la terre crue, le plâtre, le verre, le plastique. Je crois qu'on a fait une catégorie où on mettait tous les plastiques dedans, je ne me souviens plus exactement. Voilà, donc on est quand même à un niveau assez large en termes de matériaux. Surtout gros œuvres, si je comprends. Oui, principalement gros œuvres, mais il y a quand même les menuiseries simples, type fenêtres. Voilà. Et vous abordez la problématique terre polluée, traitement in situ? Alors non, là on est vraiment sur l'outil, sinon ce sera un autre niveau de complexité. C'est-à-dire que nous, quand on va faire des études sur différents cas, oui, on va prendre en compte, forcément, on va prendre en compte, nous, ces questions-là. Par contre, sur l'outil, on est vraiment on regarde des volumes. On ne peut pas rentrer, on voulait être sur un outil simple à utiliser, donc l'outil, normalement, on peut faire ça en une heure, on peut faire son estimation. Donc on n'est pas du tout sur des études de caractéristiques des matériaux, caractéristiques des sols pollués. Par contre, dans d'autres projets, justement, c'est un des axes qu'on développe avec la Société du Grand Paris, avec d'autres collègues. On travaille sur les méthodes de test des sols pollués et la possibilité de les adapter à différents chantiers. Et bon, ça, c'est un autre champ de recherche qui est en tout cas pas intégré dans l'outil et je ne pense pas qu'il aura vocation à être intégré. Est-ce que je peux vous inviter 2 minutes? Est-ce que vous pourriez m'envoyer la présentation par email parce qu'il ne la voit pas à distance? De toute façon, en fait, là, je suis quasiment à la fin, donc je ne sais pas si c'est utile. Juste pour pouvoir leur partager. Ouais. Il n'y a pas de souci. Sinon, après. Je regarde rapidement. De toute façon, on pourra voir la... Oui, vous aurez la présentation. Bien sûr, vous aurez la présentation. Mais donc la dernière étape, donc voilà, je fais encore ça assez rapidement, c'est de tester des scénarios logistiques. Et voilà, comme je disais, vu que le but c'est de faire un outil assez simple à tester, là pour l'approvisionnement, on a pris un peu les grandes moyennes d'approvisionnement, par exemple au granulat de l'Île-de-France. Et ce qu'on permet de tester pour l'utilisateur, c'est de tester différents scénarios d'évacuation des déchets. Donc en choisissant des points d'exutoire différents et en choisissant un transport par le fleuve ou par la route. Donc c'est fleuve ou route? Fleuve ou route, oui, d'accord, oui, sur l'évacuation des déchets. Et le CO2, là, c'est le transport uniquement? Transport uniquement, voilà. Là, on a une évaluation des coûts et des émissions
qui sont liées uniquement au transport. C'est pas une ACV. C'est pas une ACV. Voilà, c'est pas du tout une ACV. Voilà. Et est-ce que ça comprend du coup ce qui est le scénario avec l'évacuation par voie fluviale, s'il y a un acheminement, un pré- ou post-acheminement. voilà, post-acheminement. C'est quelque chose enfin, encore une fois, ça c'est quelque chose que nous on fait dans nos études. C'est pas quelque chose qui est dans l'outil, parce que ça amènerait à rentrer un peu trop d'étapes différentes. Juste oui. pour l'évaluation des coûts et impacts, Ouais. donc fleuve route, et donc il faut connaître, le point de départ on le connaît, c'est Oui. le chantier, le point d'arrivée, on le choisit. Oui. Alors nous, ce qu'on propose dans l'outil, je ne sais pas si ça paraît ici, mais on renvoie vers une plateforme de la Fédération française du bâtiment Où il y a des qui exutoires. recense les exutoires et donc qui permettrait de choisir un exutoire. Après, selon le niveau de connaissance de la personne, de ses chantiers, etc., il y en a qui ont peut-être déjà en tête les exutoires avec lesquels ils vont travailler. Ça, c'est surtout pour ceux qui, à ce stade, n'ont pas identifié d'exutoire. En fait, parce que les exutoires, ils peuvent être ou non près du fleuve. Le chantier peut être ou non près du fleuve. Tout à fait. J'ai un chantier en tête. Il se trouve que chez Saint-Gobain, on est exutoire Ouais. avec les carrières de gypse à Beaujour, à Cambrai. Mais c'est pas près du fleuve. Voilà. Donc, faire du fluvial pour un chantier qui est proche du fleuve, ça veut dire un transfert quand même. D'abord Oui. camion vers le fleuve vers un point de rechargement. Ça, c'est pris en compte dans le... Non, là, on ne prend pas en compte le pré- et post-acheminement, mais en fait, l'idée, c'est que, justement, on peut soit choisir un exutoire qui est près du fleuve, et dans ce cas-là, on pourrait utiliser le fluvial, soit si on choisit un exutoire qui n'est pas près du fleuve, on choisit le mode routier. Et ça permet justement de comparer ça et de voir que, alors, encore une fois, nous, on ne prend pas en compte le pré- ou le post-acheminement, donc c'est vraiment à l'utilisateur. On pourrait peut-être mettre un petit warning là-dessus, mais en principe, le fluvial, ça ne marche que pour les chantiers qui sont proches du fleuve, pour des exutoires qui sont proches du fleuve aussi. Et ça permet aussi de voir qu'on a quand même certains cas où si il y a un exutoire très proche qui n'est accessible que par la route et que le seul exutoire accessible par le fleuve est très lointain et avec tous les méandres de la Seine, le bilan carbone n'est pas forcément ultra favorable. Donc, c'est justement à tester selon les chantiers. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'encore une fois, voilà, nous, il y a pardon. Oui, ça dépend peut-être aussi de la distance. Enfin, si l'exutoire il est en Ile-de-France, si l'exustoir il est en Normandie. Oui, tout à fait, c'est voilà. ça que je voulais dire. Voilà. Oui, c'est ça. S'il est très éloigné, ça n'a pas forcément le même intérêt qu'un exutoire qui pourrait être accessible que par la route, mais qui est très proche, quoi. Enfin, tout dépend de l'exutoire. Mais voilà, encore une fois, là, on est sur un outil, on est très en amont du chantier pour tester des scénarios qu'on voulait simples d'utilisation. Et donc voilà, d'où les simplifications. Par contre, nous, quand on fait des études de cas, on prend en compte le pré-acheminement et le post-acheminement, et on ne prend pas en compte la possibilité de report modal sur tous les chantiers qu'on étudie, parce que des fois, ça n'a pas de sens géographique. Voilà. Mais du coup, Oui. ça, cet outil, vous l'avez testé donc, sur les cas présentés Alors, avant. En fait, on a plutôt utilisé les cas pour développer la méthodologie. Et la méthodologie, on l'a traduite dans cet outil. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on a travaillé. En fait, nous, on ne travaille pas directement sur l'outil parce que justement, on va dans une maille un petit peu plus fine. L'outil, c'est pour rendre la méthodologie accessible dans une version simplifiée. Et nous, on travaille sur les outils qui ont permis de construire cette méthodologie et sur laquelle on peut justement mettre des choses un petit peu plus fines. Et donc, est-ce que ça permet d'être un outil simple d'utilisation et de donner peut-être envie, en fait, là, du coup, je me centre peut-être sur l'aspect, le dernier aspect sur la logistique, mais
donner envie d'aller un peu creuser la question Tout à fait. du report modal et de faire appel à d'autres outils ou d'autres spécialistes, Oui. par exemple voilà, la Gap de France pour aller creuser un peu la question Oui, oui, ou... c'est l'idée, c'est de voir, en fait, d'identifier des pistes qui peuvent être pertinentes pour le chantier. Ensuite, on pourra les creuser avec soit des outils plus poussés, soit un accompagnement plus poussé si besoin. Mais voilà, on peut tester le report modal, c'est une des choses. On peut tester l'utilisation de différents types de matériaux. On peut tester le recyclage sur place. Donc voilà, ça permet de tester théoriquement tout un tas de choses. Et ensuite de se dire, je vais creuser, par exemple, le recyclage in situ. Je vais faire appel à des spécialistes qui vont pouvoir me dire qu'il y a des possibilités de recyclage sur mon chantier, que les caractéristiques du matériau s'y prêtent, etc. Voilà. Donc voilà, donc in fine, tous les résultats sont téléchargeables sur Excel. Ce qu'on a voulu en faisant ça, c'est qu'il y a à la fois tous les résultats qui sont un peu bruts, et on a aussi, on va dire, pré-inséré dans l'Excel différents graphiques qui à chaque étape permettent de comparer les différents scénarios de construction, les différents scénarios de transport, etc. Et surtout, justement, là, ça va permettre à l'utilisateur qui en aurait envie de réutiliser tout ça pour aller un peu plus loin, de dire, ok, bon, j'ai testé par exemple, j'ai testé un report modal, mais qui est très théorique, et je sais que j'ai tel ou tel pré-acheminement, post-acheminement, je le rajoute. Je veux tester aussi le recyclage d'autres matériaux, etc. Bon, ça fait déjà en tout cas une pré-organisation des données qui permettent ensuite, comme c'est de l'Excel, de le prendre en main et d'aller plus loin. Voilà. Est-ce qu'il y a une question, pas de question? Voilà, donc ça je suis déjà passée dessus, et ça c'est juste les sources de données qu'on a utilisées à chaque étape. Voilà. Merci, je ne sais pas s'il y a d'autres... Vous avez travaillé plutôt avec les aménageurs, avec les maîtres d'ouvrage que vous dites, pas à l'échelle, je pense que c'était dans la ZAC, le temps long, l'aménageur qui va lancer un projet, donc vous travaillez avec eux et ensuite ils font des prescriptions pour les promoteurs et les bailleurs et les différents constructeurs d'ouvrages qui vont venir, ou alors vous travaillez aussi avec les maîtres d'ouvrage derrière? On peut travailler avec les deux. En l'occurrence, on a plutôt travaillé quand même avec des aménageurs, je pense par exemple on a travaillé sur le centre aquatique olympique avec la métropole qui a la maîtrise d'ouvrage là-dessus. Donc non, on peut travailler avec les deux. Quoi. Est-ce que ça s'est traduit derrière en prescription pour la cession des droits à construire auprès des Alors, ça, j'ai envie de dire, ça va plus loin que notre travail. Nous, on donne... nous après, ils font des... Comment dire, ils font ce qu'ils veulent avec les résultats. Nous, pour l'instant, on a surtout été au travail d'identifier les différentes pistes intéressantes avec eux. Okay. Question, là on est sur aussi des environnements, enfin des écosystèmes qui presque suffisent à eux-mêmes, hein, le niveau de la ZAC là, mais évidemment dès qu'on commence à être sur des échelles plus petites, des constructions, comment est-ce qu'on peut appliquer, on va dire, cet outil ou cette méthode sur un écosystème plus restreint où c'est beaucoup moins simple de penser à utiliser les matériaux sur place. Alors on peut quand même, on peut l'appliquer à l'échelle du bâtiment. En tout cas, l'outil de quantification des matériaux, ça fonctionne parfaitement à l'échelle du bâtiment. Et après, c'est vrai que là, du coup, c'est à l'utilisateur d'adapter un petit peu ce qu'on propose et de se dire, moi, je vois que sur mon chantier, par exemple, je ne vais clairement pas pouvoir concasser du béton sur place pour le réutiliser. Donc là, ça demande un peu une certaine flexibilité de dire, je vais plutôt travailler sur où est-ce que je peux... Si je veux absolument recycler du béton, où est-ce que je peux l'amener pour qu'il soit recyclé, ou au moins travailler sur l'évacuation des déchets. Mais en tout cas, on peut travailler à l'échelle du bâtiment. Encore une fois, on est dans de la grosse maille, on n'est pas dans un diagnostic. Et vous pensez que la précision, c'est quoi justement? Alors, on est sur une estimation vraiment large en termes de ce qui est les matériaux.
de construction, parce qu'on est sur des moyennes nationales. En fait, on se base, par exemple pour la déconstruction, on se base sur un projet de recherche qui avait été mené en 2010 et qui avait vraiment estimé des quantités de matériaux sur tout un tas de chantiers de déconstruction. Il y en a eu à Orléans et à Marseille. Mais donc on est vraiment sur des moyennes en France en général, pour ce type de bâtiment de cette époque, on a tant de choses. Donc voilà, on est sur de la très grosse maille, et forcément on est sur une maille un peu plus fine sur l'aspect logistique, parce que là on peut dire, mon chantier est ici, je vais là, il y a tant de kilomètres, donc là on est sur une maille plus fine au niveau logistique. Voilà. Mais encore une fois, voilà, ça ne remplace pas du tout un diagnostic PMUD, et c'est pas non plus une analyse de cycle de vie, et c'est pas le même usage, quoi. Voilà, nous c'est quelque chose que l'on peut faire, encore une fois, en amont, si on a tous les éléments en main et qu'on prend en main rapidement l'outil, en 1 heure c'est fait, ça permet d'estimer quelques pistes. Donc en termes de facilité d'appropriation et d'utilisation aussi, c'est un outil qui est très facile à prendre en main, et voilà, sur lequel on peut travailler assez rapidement. Est-ce qu'il y a des idées de planning qui sont mises dedans, ou ça c'est à nous de les rajouter derrière? Voilà, là c'est nous, il n'y a pas d'idée de planning dessus. Parce que j'imagine, oui. Si on est sur une ZAC où il y a deux grandes étapes, avec chacune des quantités, peut-être qu'on va avoir les quantités, mais on ne va pas se dire, tout à fait. Si on reprend la discussion de tout à l'heure, j'ai un bateau à tel moment, voilà, c'est la taille qu'il faudrait, un autre moment, ou tant de camions, par exemple. Nous c'est vrai que par contre, on l'a fait dans des cas d'études sur lesquels on a travaillé, sur E3S par exemple, où il y avait différentes phases de construction, et donc voilà, on estimait, on travaillait aussi sur quelle était la quantité de granulats sur place, quel était l'espace de stockage pour ce granulat, au fur et à mesure que le granulat était consommé, quelle surface était nécessaire. Donc on a travaillé sur ces éléments-là. Encore une fois, ça c'est pas dans l'outil. Et ceci, et ça j'aurais dû le préciser plus tôt, c'est aussi un outil qui est pensé en open source. Donc n'importe qui peut accéder aussi à... Il suffit de nous demander, on envoie le code source, il a été codé en Python. Donc ensuite tout le monde peut l'utiliser, l'adapter, le rendre plus complexe, l'adapter à son métier, l'adapter à son chantier là-dessus. C'est tout à fait... en tout cas, c'est pensé comme étant un outil qui est mis à disposition non seulement dans son utilisation, mais aussi dans sa structure de base qui peut être reprise, réutilisée, adaptée. Ça nous intéressera à la fabrique de voir un petit peu, mais ça sort un petit peu de la réunion aujourd'hui, de voir quelle est la vocation pour faire durer les choses, de maintenir. Parce qu'on a vocation à la fabrique de produire des... J'ai juste une question par rapport à ça, un petit peu plus large. Est-ce que c'est la façon dont vous travaillez régulièrement quand vous produisez ces types d'outils, vous avez toujours en tête effectivement de les produire en open source, ou est-ce que c'est lié à cet outil-là, ou est-ce que c'est vraiment la façon de travailler du vieux? Bon, je ne pense pas que je peux m'engager pour l'intégralité de le dire si je savais faire, parce que voilà, si Corinne Blancard était là, la directrice, elle pourrait vous dire, parce qu'elle est aussi vice-présidente de l'université. Mais en tout cas, je sais que c'est des choses qui sont fortement encouragées. Et on a régulièrement des formations sur comment travailler en open source, comment mettre les outils à disposition, etc. Et juste pour donner un exemple, j'ai des collègues qui ont travaillé plus particulièrement, c'est un autre sujet complètement, mais sur les circuits courts alimentaires, et qui ont aussi fait un outil qui est aussi en ligne. Je sais pas si le code est en open source, mais en tout cas l'outil est aussi gratuit, libre d'utilisation, etc. Là c'est pour évaluer des coûts du temps logistique pour les agriculteurs qui voudraient livrer en circuit court. Mais donc en tout cas c'est quand même une dynamique qu'on a. Je réfléchis, j'ai d'autres collègues qui vont travailler sur la gestion de la matière organique pour les collectivités, qui réfléchissent aussi à faire un outil d'aide à la décision qui serait aussi en open source. Donc en tout cas, moi, des cas que je connais, c'est quand même quelque chose sur lequel on travaille en général le plus possible, de rendre nos méthodologies disponibles, qu'elles puissent être utilisées, que ça puisse être aussi, si possible, en open source. Voilà. Parce qu'en plus, pour compléter, c'est quand même... c'est pas notre métier ni notre vocation première, on n'est pas éditeur de logiciels, donc nous on met à disposition, et ensuite si ça peut être repris, si ça peut être amélioré, si ça peut être
combiné à d'autres choses. Il y a aussi beaucoup d'outils maintenant qui émergent sur le BTP, sur la quantification des flux à plein de niveaux différents. Tant mieux, quoi. Nous, on est très favorable. Est-ce qu'en visio, vous avez des questions? Oui, est-ce que vous allez faire un communiqué de presse pour faire connaître cet outil? Alors, non, pas un communiqué de presse, pas particulièrement. Par contre, en fait, là, ça fait quand même un bout de temps qu'on communique dessus. Voilà, enfin, on n'a pas pensé au format communiqué de presse. On n'a pas, enfin, en tout cas, au sein de la chaire, j'ai pas non plus de très grands contacts avec les journalistes. C'est pas ma vocation première non plus. Mais en tout cas, voilà, il est disponible en ligne et on le présente régulièrement à différents événements, on communique dessus sur LinkedIn, etc. Et d'autres outils qui sont un peu équivalents, c'est quelque chose qui commence à apparaître sur le net en libre accès? Alors, il y a beaucoup d'outils dans l'écosystème de l'économie circulaire du bâtiment. Voilà, on va avoir une présentation d'un autre outil juste après. Donc il y a des outils qui émergent sur le diagnostic PEMD. Il y a des outils qui sont sur d'autres sujets, mais plutôt pour connecter les chantiers entre eux et mettre en correspondance offre et demande de matériaux et d'équipements du second top de BTP. Vraiment sur l'analyse du métabolisme urbain à l'échelle du chantier et sur l'analyse des flux logistiques associés, pas à ma connaissance, mais vraiment c'est pas impossible parce que c'est un sujet qui monte. Je crois qu'il y a le CSTB qui travaille sur l'outil. Mais ouais, c'est sur la quantification. Voilà. Mais c'est un outil interne qui n'est pas mis à disposition et qui a un autre niveau aussi, qui va être beaucoup plus fin dans l'analyse des quantités, mais du coup qui n'est pas pour une prise en main. On a fait une présentation conjointe de nos outils récemment avec le CSTB. Et voilà, eux, c'est pas un outil qui est grand public et qui est pour la prise en main par tout le monde. Et en tout cas, à ce stade, ils ne prennent pas en compte les flux logistiques, mais je crois qu'on en avait parlé un peu, donc c'était en projet. Moi, j'avais une dernière question. Sur la partie, alors j'allais dire pas l'utilisation, mais sur les volumes qui sont transportés, quand on est que ce soit en bateau ou en camion, est-ce que les quantités sont traduites en nombre de véhicules ou ça c'est à nous de le faire? Non, c'est pas traduit en nombre de véhicules. À chaque fois c'est du volume. Voilà, là on est sur du volume et on a des ratios d'émissions en tonnes kilomètres. Donc d'accord. On est sur ce type d'estimation-là. Et par contre, voilà, nous, encore une fois, ça a pu être le cas sur différentes études sur lesquelles on a travaillé, surtout que c'est quelque chose qui peut parler aux élus et aux responsables de territoire, de dire, bon, bah voilà, si on fait ça plutôt que ça, on évite tant de camions. C'est toujours plus parlant que de dire, que de parler en tonnes transportées.